Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vous explique mon accent. Je suis belge. J'ai vécu l'Afrique et à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à parler l'anglais. Et du coup, mon anglais est beaucoup mieux que mon français. Donc, vous allez excuser mes fautes d'orthographe, etc. Je suis vétérinaire. J'ai fait mes études en Afrique du Sud, études vétérinaires. Et pour la plupart de ma carrière, j'ai travaillé dans des refuges. J'ai jamais voulu ma propre clinique. Mon rêve n'était pas de vendre de la nourriture de chiens et des colliers anti-puces aux gens, parce que malheureusement, c'est le revenu le plus important pour la plupart des vétérinaires. Et du coup, donc je suis devenu végétarien à l'âge de 20 ans. Et petit à petit, au fur et à mesure, je suis devenu végan également. Et aujourd'hui, je suis directeur d'une association française qui s'appelle Antidote Europe. Et je propose donc des formations aux militants parce que je trouve qu'il est très important pour les militants, dont la plupart n'ont pas de formation scientifique, de pouvoir et de savoir comment répondre au grand public. Et même si vous rencontrez un député, comment pouvoir avancer nos arguments. Et donc, je propose qu'on commence de façon interactive. Et donc, je vais vous jeter dans l'eau profonde. Et donc, si vous êtes sur un tenue de stand et que les gens, le public vous pose des questions, alors on va commencer comme ça, parce que, au fait, ce sont les mêmes 5 questions que la plupart des gens vont vous poser. Et la 6e question, vous ne pouvez pas répondre, mais je vais vous expliquer comment vous en sortir. Donc la première question que les gens vont vous poser, c'est que vous êtes des hypocrites, puisque vous prenez des médicaments qui ont tous été testés sur des animaux. Est-ce que quelqu'un propose une réponse? Mais il ne faut pas tricher, hein. Ceux qui ont déjà vu les réponses, il ne faut pas tricher. Donc ceux parmi vous qui ne connaissez pas les réponses d'Antidote, est-ce que quelqu'un voudrait proposer une réponse? Comment répondre à ce genre de questions? Ok, la loi, malheureusement, oblige les fabricants de médicaments et de substances chimiques de tester tout produit sur les animaux. Donc, nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas que nous sommes des hypocrites, puisque nous prenons des médicaments qui ont été testés sur des animaux. C'est tout simplement, on n'a pas le choix. Selon une loi qui date depuis 65 ans, avant de passer chez l'homme, donc les essais cliniques chez l'homme, il faut tester sur un rongeur et un non-rongeur. Normalement, le rongeur, c'est un rat, et le non-rongeur, c'est un chien ou un singe. Et donc, c'est à cause de cette réglementation, qui est bien sûr dépassée depuis longtemps, selon les connaissances les plus récentes, que les fabricants pharmaceutiques, chimiques, etc., vont tester leurs produits sur des animaux avant de passer chez les essais cliniques. Par contre, concernant les produits cosmétiques, nous avons bien le choix. Et là, nous pouvons choisir entre tester et non tester. Et donc, en ce qui concerne l'industrie cosmétique, nous avons le choix libre d'acheter uniquement des produits non testés sur les animaux. Et donc ça, c'est le pouvoir du consommateur. Nous n'avons pas ce même pouvoir de consommateur en ce qui concerne les médicaments, puisque là, on n'a pas le choix. Donc, ça, c'est la première réponse. La réponse à la première question. Alors maintenant, la deuxième question. Êtes-vous contre l'avortement? OK. Je passe. Comment? Je passe. Eh bien, c'est la bonne réponse, parce que c'est une question piège. Ça n'a rien à voir avec la vivisection. Mais je parle d'une situation réelle sur un tenue de stand où les gens vont vous poser toutes sortes de questions qui n'ont rien à voir avec la vivisection, tout simplement pour vous accrocher dans leur polémique. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Par contre, la troisième question est un peu plus nuancée. Et là, c'est « Êtes-vous d'accord avec l'utilisation de cellules souches pour remplacer les animaux ?» Allez-y. C'est des cellules qui sont cultivées, qui sont reproduites, sur lesquelles on peut faire des tests. Donc là, ce n'est pas un animal. Il n'y a pas de sensation, mais par contre, c'est un ensemble cohérent de cellules qui fonctionnent, qui sont fonctionnelles. Donc là, ce n'est pas sur un animal qui va souffrir.
Par contre, je ne sais pas d'où viennent ces cellules, je ne sais pas comment c'est fait. D'accord. Ok, donc je vais tout simplement vous expliquer la différence. Donc nous sommes tous pour le remplacement des tests sur les animaux. Mais il y a deux catégories de remplacement. Il y a le remplacement relatif et le remplacement absolu. Le remplacement relatif s'applique à l'utilisation de cellules issues des animaux. Donc, nous n'allons pas, le chercheur va dire, je ne vais pas pratiquer une expérience sur un animal vivant qui va souffrir. Je vais d'abord tuer l'animal, donc il ne va pas souffrir, je le tue, et puis j'utilise les cellules issues de l'animal. Ça, c'est ce que l'on appelle le remplacement relatif. Donc, pour les chercheurs, c'est une méthode de remplacer les animaux. Mais pour nous, ce n'est pas du tout le cas. Parce que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le remplacement absolu. Et le remplacement absolu, c'est de remplacer les cellules et les tissus issus des animaux. Et bien sûr, ne pas utiliser des animaux vivants. Et donc pour nous, l'idéal, c'est le remplacement absolu. Et donc là, nous utilisons des cellules issues des humains. Soit des gens qui sont morts et qui ont donné leur corps à la science, soit des biopsies, soit ce que l'on appelle le déchet chirurgical, donc les gens qui se font opérer pour des raisons cosmétiques, etc., etc. Il y a beaucoup de déchets chirurgicaux qu'on n'a pas besoin de jeter à la poubelle, on peut l'utiliser. Alors, pour retourner aux cellules souches, c'est pas très compliqué. Il y a 3 sortes différentes de cellules souches. La première sorte de cellules souches, c'est issu du corps humain adulte. Donc nous avons, dans la graisse, dans notre graisse, par exemple, des cellules souches. Et donc aujourd'hui, nous possédons la technologie de programmer, ou disons de déprogrammer ces cellules, leur faire marche arrière, devenir presque une cellule souche embryonnaire, et puis les reprogrammer. Donc faire marche arrière, et puis les reprogrammer selon le milieu où on les cultive pour devenir une cellule de foie, cellule de système nerveux. C'est presque la science-fiction, mais ce n'est pas la science-fiction. On peut faire ça. Donc là, on n'a pas de problème du tout, parce que l'adulte donne son consentement éclairé. Oui, je suis d'accord que vous utilisiez mes cellules souches pour la recherche. Bien sûr, on peut obtenir les cellules souches de la moelle épinière, etc., mais ça, c'est plus invasif. Tandis que de la peau ou de la graisse, surtout si ce sont des déchets après une opération, pas de problème. Le deuxième sorte de cellules souches, ce sont les cellules souches issues du cordon ombilical, du nouveau-né. Et donc là, de nouveau, on fait mal à personne. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est obtenir le consentement éclairé des parents de l'enfant pour demander si on peut utiliser ces cellules souches. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, on peut conserver les cellules souches issues du cordon ombilical si jamais un jour cet enfant aura besoin de ses propres cellules souches pour un nouveau foie, un nouveau cœur, n'importe quoi, ou pour tester un médicament contre le cancer chez cette personne, chez cet individu, ciblé à son ADN, eh bien là, c'est de nouveau, on dirait la science-fiction, mais ce n'est pas la science-fiction. Donc ça, c'est la deuxième sorte. Et le troisième sorte de cellules souches, donc ce sont les cellules souches embryonnaires. Et là, nous avons, de nouveau, c'est presque comme l'avortement. Parce qu'il y a des gens qui sont contre l'utilisation, donc ce sont des embryons en moins de 14 jours que l'on utilise afin d'expérimenter sur les cellules souches. Mais au fait, c'est un individu. C'est presque comme tuer un individu. Et donc nous, en tant que militants pacifiques, etc., on ne devrait pas entrer dans cette polémique. Et donc on peut expliquer aux gens, on peut s'en passer de cellules souches embryonnaires. On n'a pas besoin d'utiliser, avec la technologie que nous possédons aujourd'hui, pour déprogrammer et reprogrammer des cellules souches adultes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rentrer dans cette polémique? Et donc ça, donc on a posé la question, vous êtes des hypocrites parce que vous prenez des médicaments testés sur les animaux. On connaît maintenant la réponse, on n'a pas le choix. Mais pour les produits cosmétiques, on a bien le choix. La deuxième question, êtes-vous contre l'avortement? Question piège. Troisième question, que pensez-vous des cellules souches?
Là, on a la réponse. Il y a trois sortes de cellules souches. Tout ce que je vous raconte, vous allez recevoir sur le site. Grâce à Tiffaine, vous pouvez vous renseigner là-bas. Mais c'est plus intéressant en interactif parce que vous pouvez me poser d'autres questions, etc. Donc ça, c'était la troisième question. La quatrième question, mais comment est-ce qu'on va tester des médicaments si on ne teste pas sur les animaux? Comment est-ce que nous allons tester des médicaments sur les animaux? Eh bien, je vous ai déjà dit que le fait de tester des médicaments sur les animaux est une obligation qui date, grâce à une loi qui date de 65 ans. Est-ce que tester sur les animaux fait que les médicaments sont plus sûrs pour nous? Alors, ça c'est pour répondre à cette question-là. Ça c'est donc, selon les Chinois, une image vaut 5000 mots. Et donc ça c'est toute ma formation dans une seule image. Donc si vous vous souvenez de rien du tout de cet après-midi, mais selon cette image-là, j'ai fait mon travail. Qu'est-ce que cette image représente? Si on donne un médicament ou une substance chimique à ces 5 espèces différentes d'animaux, et 3 donnent une réponse, une bonne réponse, et 2 une mauvaise réponse, on n'a aucune idée comment est-ce que l'homme va réagir à cette substance ou ce médicament. Donc, le modèle animal n'est pas prédictif. Parce que je peux vous donner des exemples où le médicament réagit bien chez le chien et le lapin, pas bien chez le singe. Et dans ce cas-là, le chien ressemble plus à l'homme que le singe. Il y a des cas comme ça. Donc on ne peut pas se baser sur des tests sur les animaux du point de vue de prédiction, de prédire qu'est-ce qui va se passer. Et nous avons la preuve, grâce à l'industrie pharmaceutique, puisque eux, ils testent tous leurs médicaments sur des animaux avant de passer chez l'homme. Et la corrélation entre les effets toxiques observés chez les animaux avant les essais cliniques et les effets secondaires des médicaments chez l'homme, la corrélation est environ de 33%. Donc, si vous voulez, l'animal est capable de prédire l'effet chez l'homme 3 sur 10. 3 fois sur 10. Il va vous donner la bonne réponse. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'à l'avance, je ne sais pas quels animaux correspondent à l'homme. 3 sur 10, c'est... à l'avance, je ne sais pas la réponse. C'est seulement après que j'ai testé sur l'homme. Ah, ben, tiens, oui, cette fois-ci, c'est le chat. Mais à quoi ça aide? Si c'est le mauvais résultat, j'ai déjà abîmé quelqu'un. C'est trop tard. L'autre problème avec le chiffre 3 sur 10, c'est 33%. En jouant à pile ou face, j'ai un meilleur résultat. J'ai 50% de succès. Donc 33%, c'est pire que de jouer à pile ou face. Donc ce n'est vraiment pas une façon performante de tester des médicaments. Et prenez connaissance du fait que les effets secondaires des médicaments qui ont bien été testés sur les animaux sont la 4e raison de décès dans l'Occident, chez nous, après les maladies de cœur, le cancer et les accidents cérébrovasculaires. Donc la raison, la 4e pour le décès chez les humains, après ces 3 autres, sont les effets secondaires des médicaments. Donc il y a quelque chose qui cloche avec ce système. Et donc voilà, donc, il ne faut pas compter sur les animaux, sur les données issues des tests sur les animaux pour les médicaments destinés à l'homme. Il faut passer à autre chose. Et cette autre chose, ce sont du matériel issu des humains. Donc des cellules en culture, des cellules 3-dimensionnelles en culture, organes sur puce, des logiciels, mais toute une gamme. Il ne faut jamais répondre aux gens en disant on va remplacer les tests sur les animaux avec quelques petites cellules en culture. Ça c'est la mauvaise réponse. Okay? Parce que les cellules en culture ne sont pas 100% performantes. Il y a très peu de choses dans ce monde aujourd'hui qui sont 100% performantes pour remplacer un organisme entier, vivant, complexe. Okay? Ce que l'on possède aujourd'hui, technologiquement, par exemple à l'Institut Wyss à l'Université de Harvard aux États-Unis, ce sont des
organes sur puce, etc. Si on met tout ça ensemble, toute la technologie que nous avons aujourd'hui, pertinent pour l'homme, si on met tout ça ensemble, on va arriver peut-être à 70%, 80% de prédiction, de taux de prédiction. Donc, ce n'est pas 100%, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux que 33%. Donc, il faut faire la comparaison entre 50% et 80% et 33% et 50%. Parce que les chercheurs qui utilisent les animaux vont dire, eh bien, 33% c'est mieux que 0. Oui, mais ça, de nouveau, c'est un piège. Ce n'est pas par rapport à 0. Pour nous, quelque chose de performant, c'est quelque chose qui arrive presque à 100%. Aujourd'hui, dans la médecine, si on vous emmène dans une salle d'opération, vous ne voulez pas qu'on va vous dire vous avez 33% de chance de sortir vivant. On veut au moins 89,9%. 99, pardon. 0,9%. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est plus ou moins la réponse. Comment on va tester les médicaments? Eh bien, tout sauf les animaux. Tout sauf les animaux. Et même ce que nous avons aujourd'hui, même si ce n'est pas 100% prédictif, c'est beaucoup mieux que 33%, ou que de jouer à pile ou face. La 5e question, oui, mais comment est-ce qu'on va lutter contre le cancer? OK. Bon, le cancer, c'est une histoire où la recherche, grâce à vos impôts, a guéri des millions de souris de cancer. Nous avons la science, les chercheurs sont très, très performants pour guérir le cancer chez les souris. Mais les souris sont très différents et les cancers chez les souris sont très différents aux nôtres. Et même les cancers chez les chimpanzés, l'animal le plus proche de l'homme, ils ont des cancers différents aux nôtres. Et donc, en tant que vétérinaire, je peux vous dire que 80% des cancers chez les animaux sont ce que l'on appelle des sarcomes. Les sarcomes, c'est le cancer de l'organe lui-même, de la masse. Tandis que chez l'homme, 80% de nos cancers, ce sont des carcinomes. Les carcinomes, c'est le cancer de l'enveloppe, du tissu qui entoure l'organe, si vous voulez. Et donc, c'est un cancer très, très différent. Et donc, 80% déjà. Bien sûr, quand on parle de cancer, il faut parler de prévention aussi. Ce n'est pas uniquement de... Parce que le cancer, c'est une maladie qu'on peut prévenir 90%, selon son style de vie et ce que l'on mange, etc., etc. Donc, il ne faut pas oublier le côté de prévention. Donc ça, c'était la 5e question, comment est-ce qu'on va guérir le cancer. Et la 6e question, on va vous dire, vous n'êtes pas scientifique. Donc surtout si c'est un médecin ou un chercheur, il va vous dire, mais vous n'êtes pas scientifique. Pourquoi est-ce que je dois vous croire? Alors, à ce point-là, vous dites, alors oui, je ne suis pas scientifique, mais nous avons des conseillers scientifiques. Et si vous, monsieur ou madame, êtes sérieux, vous me donnez votre question avec votre adresse mail et vous auriez, dans une semaine, la réponse selon nos conseillers scientifiques. Donc, vous avez là toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'être face à ces personnes-là avec la bouche ouverte en ne savant pas quoi répondre. Donc, vous avez pour chaque question, y compris la 6e, la plus difficile, vous n'êtes pas scientifique, vous avez une réponse. Donc ça, c'est en ce qui concerne les tenues de stand. On utilise les animaux en beaucoup de façons différentes dans la science. Ce qui nous concerne, nous, c'est si l'animal peut prédire ce qui va se passer chez l'homme. Et donc, c'est ce qu'on vient de discuter maintenant, le taux de succès de 33% de prédiction. Alors, on ne peut pas dire que, et surtout moi en tant que scientifique, je ne peux pas dire qu'il n'y a aucun cas où l'animal n'a pas une utilisation scientifiquement valable. Alors, je vais vous donner les exemples. La valve cardiaque d'un porc peut être utilisée pour remplacer une valve cardiaque chez nous. C'est vrai, on ne peut pas le nier, c'est vrai. Mais il y a des alternatives. Donc on n'est pas obligé d'utiliser une valve de porc. On peut utiliser une valve issue de quelqu'un qui est mort et qui a donné son corps à la science, ou une valve synthétique.
Alors voici l'exemple. Donc la valve issue du porc va durer 10 ans avant que le corps le rejette, tandis que les valves cardiaques humaines ou synthétiques vont durer 20 ans. Donc là, on n'a pas besoin de mentir. On n'a pas besoin de dire non, le valve du porc ne marche pas. Il marche bien, mais il existe également des alternatives. Même chose pour le vaccin contre la poliomyélite. On peut cultiver ces vaccins, on peut les fabriquer utilisant des cellules issues de singes ou des cellules issues des humains. Et bien sûr, il vaut mieux prendre des cellules issues des humains que des singes parce qu'on trouve dans les singes, chez les singes, des virus qui vivent en harmonie avec les singes. Mais une fois qu'on met ce virus dans une autre espèce, il ne sait pas quoi faire avec lui-même, il peut faire des dégâts. Et donc, Arnold Schwarzenegger, quand il a dû remplacer 2 valves, je crois dans l'aorte et le cardiaque, il a choisi la valve humaine et pas de porc. Et donc, pourquoi j'ai utilisé Arnold Schwarzenegger? Eh bien, d'abord parce que c'est un célébrité, c'est un people. Et aujourd'hui, nous vivons dans une culture de célébrité. Et donc, si on peut dire aux gens, eh bien, lui, il l'a fait, alors la plupart des gens vont dire, OK, ça doit être bien. Eh bien, bien sûr, il peut se permettre, grâce à son argent, la meilleure valve. Et donc, il a choisi la valve humaine et pas la valve de porc. Donc, si on veut étudier les animaux, si on veut étudier les chiens, il faut étudier les chiens, il ne faut pas étudier les chats. Et donc, les 3 principes de la bonne science, c'est d'étudier l'espèce qui nous intéresse, ne pas nuire, donc ne pas prendre des animaux, des chiens en bonne santé, les rendre malades de façon artificielle et puis essayer de les guérir. Il y a beaucoup d'animaux déjà malades, ou des humains, qu'on peut aider en les étudiant et de façon pas nuisante. Et puis, toute recherche doit s'appuyer sur des preuves. Donc, ce n'est pas un chercheur ne peut pas vous dire « oui, je pense que » ou « j'ai fait tant d'expériences sur des souris que je suis certain que… » Non, ce n'est pas scientifiquement rigoureux. Donnez-nous, s'il vous plaît, des preuves. Donnez-nous des revues de synthèse, des articles publiés. Un des plus grands défis, c'est la recherche fondamentale. C'est ce que font beaucoup de chercheurs dans les universités, par exemple. La recherche fondamentale, c'est la curiosité scientifique. Alors, la plupart des militants et du grand public ne savent pas ce que c'est la recherche fondamentale. Ils pensent que ça doit être quelque chose de bien, parce qu'il y a tant d'argent. Et surtout les télétons, par exemple. Ça c'est presque tout. C'est la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est un check blanco. Donc, vous pouvez remplir la somme que vous voulez. Ce sont des chercheurs qui disent « je veux voir… Mon étude, c'est de voir combien de fois par heure une souris agressive va attaquer une souris timide. Je le mets dans une boîte et je vais compter combien de fois par heure cette souris agressive va attaquer la souris timide. Et nous, les militants, vont dire « mais c'est affreux, mais arrêtez. Remplacez ça par autre chose. » Alors le chercheur va dire « mais impossible de faire ce genre d'études dans des cellules en culture. » C'est vrai. On ne peut pas faire cette étude-là avec des cellules en culture. Donc la vraie question, est-ce qu'on a besoin de faire ce genre d'études et avec nos impôts? Et donc, selon les sondages, la réponse c'est non. Le grand public dit, je ne suis pas d'accord de subventionner ce genre de recherche avec mes impôts. Mais malheureusement, les députés nous ignorent. Bien que c'est la Commission européenne qui a subventionné ce sondage, ce n'est pas les antivivisectionnistes. Donc c'est un sondage officiel et objectif, si vous voulez, assez neutre. Et là, 68% des personnes, des citoyens européens ont dit non à la recherche fondamentale. Donc, ça c'est un de nos problèmes, c'est qu'on ne traduit pas l'opinion publique en réglementation. J'ai fait partie, et je fais partie toujours des commissions d'éthique, et je suis très frustré
quand le chercheur dit « je veux étudier cette substance dans le système immunitaire d'un rat ». Alors, je ne peux pas proposer des cellules humaines en culture, parce qu'il dit « non, ce qui m'intéresse, c'est comment réagit le système immunitaire du rat ». Et là, de nouveau, mes bras sont liés. Et selon la directive concernant l'expérimentation animale, on parle des 3 R. Vous connaissez les 3 R? Remplacement, réduction, raffinement. Donc, si le chercheur respecte les 3 R, donc ça veut dire qu'il réduit le nombre d'animaux au minimum. Au lieu de 120 rats, il va utiliser 100 rats. Il va le raffiner, ça veut dire qu'il va donner des analgésiques, il va faire son mieux pour ne pas faire trop mal aux animaux. Et remplacement, donc quasiment impossible de remplacer, mais il va faire semblant de chercher des remplacements, et bien sûr, il ne va pas en trouver. Mais aussitôt que le chercheur respecte les 3 R, la commission d'éthique ne peut pas l'empêcher de faire son expérience. Et donc, des personnes comme moi qui disent « oui, mais vous savez, vous pouvez apprendre beaucoup plus en étudiant des malades, des personnes malades avec la maladie qui vous intéresse, en faisant des études non invasives, donc des prises de sang, etc., des biopsies. Vous auriez beaucoup de données pertinentes pour l'homme et la femme. Pourquoi faire ça chez les rats? Pour le chercheur, ce n'est pas intéressant, cette réponse. Toute sa vie, il a expérimenté sur des rats. C'est tout ce qu'il connaît. Il ne va pas faire autre chose. Et parfois, vous savez, c'est plus de formulaires à remplir pour obtenir des déchets chirurgicaux issus de patients que d'obtenir 100 rats. Donc pour le chercheur, c'est parfois plus simple, plus intéressant d'obtenir une autorisation pour expérimenter sur 100 rats. Pourquoi faire l'effort de remplir tous ces formulaires, etc., etc. Donc ça, c'est en ce qui concerne la recherche fondamentale. Alors, c'est plus ou moins ce que je vous expliquais maintenant. Si le chercheur veut savoir comment réagit le singe quand on lui chatouille cette partie du cerveau, on ne peut pas remplacer ça par une étude chez l'homme, parce que le cerveau du singe est différent à notre cerveau. Okay? Il y a des parties chez le singe qui ne correspondent pas chez nous. Et donc, de nouveau, c'est la réponse du chercheur. Nous, on ne peut pas remplacer. La question, est-ce qu'on devrait vraiment faire ce genre d'expérience? Alors, par contre, on peut bien faire des études non invasives. Donc, par exemple, l'imagerie, ici, non invasif. Cela va nous donner des données pertinentes pour l'homme, sans faire mal au singe. On n'a pas besoin de singes pour étudier le cerveau humain. Malheureusement, tant que les chercheurs sont encadrés par ces 3 R, ils continueront à faire ce qu'ils font. Alors, une très bonne nouvelle. Je ne sais pas qui parmi vous est au courant que les États-Unis ont abandonné le modèle chimpanzé. Oui. Donc, les États-Unis, c'était l'utilisateur le plus important de chimpanzés. Ils ont abandonné le modèle chimpanzé, soi-disant pour conserver l'espèce, parce que c'est une espèce en danger dans la nature. Pour nous, c'est du pain béni. Et puis, il y a des raisons scientifiques pourquoi le chimpanzé n'est pas performant en tant que modèle pour l'homme. Ceci explique ce que je viens de vous dire, c'est que si on veut étudier la région V1 chez le singe, chez le cerveau du singe, ça ne correspond pas à la région V1 chez l'homme. Voilà. Au suivant, s'il vous plaît. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. 66% des citoyens européens sont opposés à la recherche fondamentale impliquant les animaux. Et on attend toujours que les députés traduisent cette opinion publique en réglementation. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'initiative citoyen européen qui a eu lieu en mai au Parlement européen. Eh bien là,
on a eu l'occasion de mettre en question l'expérimentation animale. On a dû récolter plus d'1 million de signatures, ce qui n'était pas facile, parce que, dépendant du pays, il faut donner son adresse personnelle, son nom, carte d'identité, date de naissance. C'est beaucoup de données personnelles. Et il y a des gens qui refusent de donner toute cette information. Parce qu'on ne sait jamais, aujourd'hui avec les données informatiques, etc., c'est possible que quelqu'un arrive à mettre la main sur toutes ces informations. Bref, malgré tous ces défis, nous sommes arrivés à plus d'1 million de signatures. Je dois saluer les Italiens parce que 700 000 sont d'origine italienne. C'est un travail beaucoup grâce aux Italiens. Et donc, nous avons eu l'occasion d'avoir une audition au Parlement européen le 11 mai. La Commission nous a donné 34 minutes de parole sur 3h30. Donc, les autres initiatives citoyennes européennes, comme le droit à l'eau et contre l'avortement, etc., sur 3h30, normalement, les organisateurs avaient 1h30 de parole. Tandis que chez nous, cas spécial, c'était sous forme de débat. C'est eux la commission a décidé tout d'un coup, ce sera un débat, au lieu de nous laisser la parole pendant 1h30 sur 3h30. Et du coup, j'ai compté combien de minutes nous avons eu de parole, 34 minutes sur 3h30. En plus, sur les 10 propositions que nous avons proposées à la Commission européenne, ils ont accepté 0. Et parmi ces propositions ou ces demandes, tout simplement l'application des méthodes substitutives déjà validées, déjà acceptées et reconnues comme méthodes qui peuvent remplacer les animaux. Donc même à ce point-là, la Commission n'était pas prête à nous aider. Ils nous ont dit, non, ce n'est pas notre tâche, nous, d'obliger l'industrie d'utiliser les méthodes substitutives. On leur fait confiance, puisque ce sont des gens géniaux. Et donc voilà le résultat. Le résultat, c'est que les animaux continuent à souffrir, puisque pour les industriels, ils font ce qu'ils sont habitués à faire, c'est utiliser les animaux. Donc voilà justement la directive donc, de 2010. Alors, les chercheurs vont vous dire, oui, mais vous savez, nous sommes obligés d'utiliser des méthodes alternatives. Alors, comme je vous ai dit, en ce qui concerne la recherche fondamentale, quasiment impossible de remplacer les tests sur les animaux. En ce qui concerne les autres, donc le remplacement des tests dans la toxicologie, dans l'industrie chimique, etc., on ne peut pas les obliger. Nous ne pouvons pas les obliger. Peut-être la seule façon d'obliger les industriels d'utiliser les méthodes substitutives, c'est de les prendre au tribunal. Alors pour faire ça, il faut avoir beaucoup d'argent. Parce que contre l'industrie pharmaceutique, je vous assure, si vous n'avez pas les moyens, vous allez perdre. Et donc pour une association de protection animale avec un budget de... Je ne parle pas d'Antidote Europe, parce que nous avons vraiment un très petit budget, mais même une association comme la Fondation Brigitte Bardot, eux, ils ont un budget important. Je pense que même eux, ils vont penser 2 fois avant de tenter un procès contre l'industrie pharmaceutique. Et donc, ce qui se passe vraiment, c'est que les industries continuent à utiliser des animaux. OK, on va passer donc aux différentes catégories d'utilisation d'animaux. Alors, on va commencer avec l'enseignement. Et donc, je suis très heureux d'ailleurs qu'en France, maintenant, nous avons cette nouvelle réglementation qu'on ne peut plus utiliser des animaux, on ne peut plus utiliser et tuer des animaux qui ont été élevés spécifiquement pour la dissection. OK? Malheureusement, en France, les grenouilles sont mangées, donc on peut utiliser les animaux dans le cadre de l'alimentation. Donc si un animal est élevé pour l'alimentation, on peut l'utiliser pour la dissection. Donc
Ça ne sera pas le cas dans la plupart du monde parce que c'est presque seulement les Français qui mangent les grenouilles. Donc, mais sinon, par exemple, les souris et les rats, ils ne sont pas consommés. Donc, ils ne sont pas dans le cadre de l'alimentation. On ne peut plus élever des rats et des souris uniquement pour les disséquer, pour les tuer pour la dissection. Donc là, déjà, c'est un petit pas en avant. Pour la France, c'est pas mal, croyez-moi. Et donc voilà, par exemple, et ça dépend beaucoup du professeur de SVT, du cours SVT. Il y en a des profs qui tiennent à l'animal. Ils disent non, mes étudiants doivent toucher la chair. Okay? Ils ne peuvent pas obtenir leur diplôme sans avoir touché des animaux vivants. Tandis que d'autres professeurs disent non. Pourquoi? Pourquoi obliger? Et de toute façon, je peux vous dire que la plupart des étudiants universitaires ne vont pas faire la recherche. Ils n'ont pas besoin de disséquer des animaux. Et même en tant que vétérinaire, je n'ai pas besoin de disséquer une grenouille. Je ne vais jamais faire la chirurgie chez des grenouilles. À moins que je veuille être spécialiste pour sauver les grenouilles. Et alors là, après, je pourrais faire un cours spécialisé, mais ça sera 1 sur 10 000 vétérinaires qui va faire ce cours-là. Et donc voilà un exemple d'un animal plastiné. Donc ça, c'est une vraie grenouille qui a été injectée avec du silicone pour conserver les tissus. Il y a également, à la place d'utiliser un vrai animal, on peut utiliser des animaux donc virtuels. Et donc là, l'étudiant a l'occasion de voir des choses de beaucoup plus près et en détail qu'un animal. Et donc, pas besoin du tout de disséquer et même pas besoin de tuer un seul animal. Ça, c'est si on veut aller vraiment être végan. Et donc, pour la médecine vétérinaire, vous avez le chien qui s'appelle Jerry. Donc, c'est un mannequin. Mais on peut le faire beaucoup de manipulations. Et par exemple, il a du souffle du cœur, une vingtaine de souffles différentes, que normalement, un vétérinaire, au cours de ses études, il n'aura pas l'occasion d'écouter tous ces souffles différents. Et donc voilà beaucoup d'avantages. Donc même dans la médecine vétérinaire, on n'a pas besoin d'expérimenter sur des animaux. Suivant, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était la prédiction. En science, prédire veut dire un résultat fiable presque de 100%. C'est ce qu'on comprend par un résultat fiable et prédire en science. Alors ça, vous ne pouvez pas bien voir, mais il y a une formule pour tester si une méthode est fiable ou pas. OK. Alors c'est vrai que les animaux nous ressemblent. OK, on ne peut pas nier le fait que les animaux nous ressemblent. Mais ressembler n'est pas un terme scientifiquement rigoureux. Je devrais changer ça 2015. Puisque nous partageons 50% de notre ADN avec une banane. Donc, faites très attention quand on vous dit que nous sommes similaires aux animaux ou que les animaux nous ressemblent. Ce n'est pas du tout un terme scientifiquement rigoureux. Donc, nous partageons environ les mêmes 23 000 gènes. Cette jeune fille et une souris partagent environ les mêmes 23 000 gènes. Mais ce n'est pas ce qui est important, ce n'est pas le nombre de gènes que nous partageons, c'est la fonction des gènes. Et donc, je donne l'exemple que bien que nous possédons le gène pour une queue, chez les gens, ce gène est inactif, tandis que les animaux avec une queue, le gène est actif. OK, on va passer maintenant à l'industrie cosmétique. Donc, l'industrie cosmétique est une lutte qui a duré donc 30 ans pour arriver au point où nous sommes aujourd'hui, qu'il existe une directive qui oblige le remplacement des animaux pour la plupart des tests en cosmétique. Ce n'est pas encore 100%, mais c'est déjà un grand pas en avant. Alors pour nous, l'exemple de Botox est un exemple très très important et très très performant. Pourquoi? Parce que la toxine botulique est la substance la plus toxique connue à la science. Il n'y a pas plus méchant que ça.
même le venin d'un serpent, n'est pas aussi toxique que la toxique botuline. Et donc pendant des années et des années, les chercheurs ont dit qu'on ne pourrait jamais remplacer les tests sur les souris pour tester la puissance de chaque petit flacon qu'on va mettre sur le marché. Un petit flacon donc, qu'on utilise pour enlever les rides chez les personnes, un petit flacon comme ça, peut tuer 500 souris. Donc c'est très très puissant et en plus la souris est assez sensible à cette toxine. Et donc c'est la raison pour laquelle les chercheurs ont décidé d'utiliser la souris. Alors, puisque la toxine botulique a une application cosmétique, une campagne aux États-Unis a réussi à convaincre le grand public que ce n'est pas juste de tuer des millions et des millions de souris pour enlever des rides. Et donc, grâce à cette campagne, le fabricant de Botox aux États-Unis a réussi, grâce à la pression publique, a réussi à développer une méthode substitutive à 100% pour remplacer les animaux. Donc, un test en cellules en culture. Et pour nous, c'est un succès incroyable. Parce que ça veut dire, si on peut remplacer les animaux pour la substance la plus toxique connue à la science, alors ça doit être beaucoup plus facile de remplacer les tests sur les animaux pour les substances moins toxiques, comme les médicaments, comme les substances chimiques, etc. Donc pour nous, c'est un vrai atout. C'est un vrai atout, c'est un très très bon exemple. Et c'est pareil à l'exemple du chimpanzé. C'est tout à fait pareil du fait que les États-Unis et au fait la communauté scientifique a abandonné le modèle chimpanzé, puisque nous avons le début de l'effet domino. Une fois qu'on renonce au chimpanzé, le modèle le plus performant de tous les animaux, donc nos plus proches cousins, nous sommes séparés par 5 millions d'années du chimpanzé. L'animal le suivant plus proche de l'homme, ce sont les singes. Mais là déjà, c'est 25 millions d'années de différence. 25 millions d'années. Par rapport au chimpanzé, 5 millions. Donc si on est prêt à renoncer au chimpanzé, eh bien toutes les autres espèces sont moins performantes que le chimpanzé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi continuer à tester sur ces animaux-là qui sont moins performants, avec qui nous partageons encore moins de ADN, si on est prêt à renoncer au chimpanzé? Et la même chose pour la toxine botulique. Si on est capable, si nous possédons la technologie pour remplacer les animaux, pour tester la substance la plus toxique connue de la science, alors voilà l'effet domino également pour les substances médicamenteuses, chimiques, etc. Donc je vous ai dit que, en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, nous avons cette réglementation qui date de 65 ans, qui exige de tester tout médicament sur un rongeur et un non-rongeur avant de passer chez les essais cliniques chez l'homme. Et donc, j'ai pris les 10 espèces couramment utilisées dans les labos. Donc, nous avons souris, rat, hamster, cobaye, hamster, lapin, chat, furet, chien, ouistiti et singe macaque. Et donc, comme je vous ai dit, si je donne un médicament ou une substance chimique aux 10 espèces différentes, j'aurai un taux de succès de 3 sur 10, 33%. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, pour notre santé? Eh bien, quand on teste sur les animaux, disons nous avons 100 médicaments qui ont été testés et réussis chez les animaux. Sur 100 médicaments, 92% ne vont pas réussir chez les essais cliniques chez l'homme. Donc sur 100 médicaments, nous aurions 8 sur le marché, après les essais cliniques chez l'homme. Alors je ne connais pas une autre industrie où on accepte 92% d'échecs. Je ne connais pas d'autre industrie. Donc pour l'industrie pharmaceutique, c'est exceptionnel que nos autorités de réglementation permettent un tel taux d'échec. Mais ça commence à faire mal à l'industrie pharmaceutique, parce que ça coûte très très cher pour mettre un nouveau médicament sur le marché. Ça prend environ 12 ans, et ça coûte entre 1,5 et 1 milliard d'euros pour mettre un nouveau médicament sur le marché. Et donc, sur ce budget-là, les tests sur les animaux
c'est 1% du budget. Donc 1%, ça représente ce que l'industrie pharmaceutique doit dépenser sur les tests sur les animaux. 80% du budget, ce sont les essais cliniques. Ça, c'est ce qui coûte cher, ce sont les essais cliniques. Et donc, le problème, le défi actuellement pour l'industrie pharmaceutique, c'est qu'ils ont développé tous ces médicaments et puis ils commencent les essais cliniques. Et les essais cliniques, il y a première, deuxième et troisième étape. La première étape, ce sont les volontaires sains. Donc, c'est un petit groupe, c'est une dizaine de personnes. Mais après, ce sont des patients dans des hôpitaux. Et là, ça commence à coûter très, très cher. Et c'est là, justement, où ils échouent, dans la deuxième et troisième phase. Et là, ça leur coûte beaucoup d'argent. Et donc l'industrie pharmaceutique essaye de trouver des moyens pour éviter cet échec si tard dans le développement. Et donc, ce que fait l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, ils vont actuellement dans la bonne voie, ce que l'on appelle la médecine personnalisée. Vous avez écouté, quelqu'un a entendu ce terme? On prend des échantillons d'ADN de la personne Par exemple, on prend des ADN et donc on vous donne un médicament ciblé pour votre ADN, qui est différent au mien, etc. Donc c'est un peu plus embêtant pour l'industrie, parce que ça veut dire, au lieu de donner un médicament 500 mg 3 fois par jour pour toute la salle, on doit développer 10 variations différentes du même médicament pour prendre compte de votre ADN. Et donc, mais pour eux, c'est une situation gagnante, parce que d'abord, ils vont mieux cibler la maladie, et deuxièmement, vous auriez moins d'effets secondaires. Donc, ça c'est en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique. Donc, même nous, les militants, sans faire d'efforts spéciaux, l'industrie pharmaceutique va dans le bon sens. En ce qui concerne la réglementation, le problème principal, c'est que nous sommes bloqués aujourd'hui avec une réglementation qui date de 65 ans, tandis que la science a avancé de 65 ans. Et donc la loi n'a pas encore rattrapé la science. Et donc voici des exemples, par exemple, quand on vous dit, mais qu'est-ce qu'on va utiliser si on n'utilise pas les animaux? Bien, les cellules humaines en culture, cellules souches, ADN issu des tissus humains, puces ADN, etc. Et il y a d'autres, bien sûr, d'autres méthodes que ceux-ci, mais c'est important, comme je l'ai dit auparavant, qu'on ne va pas remplacer un test sur un animal par uniquement un de ceux-ci. Ça doit être une gamme pour éviter et pour éliminer les faux positifs et les faux négatifs. Donc ça, c'est plus ou moins la fin de la présentation. Je voulais juste ajouter un mot concernant l'industrie chimique. Parce que pour moi, l'industrie cosmétique va dans la bonne voie grâce à l'opinion publique. L'industrie pharmaceutique va dans la bonne voie à cause de l'argent. Ce qui nous reste, c'est l'industrie chimique. Alors, vous et moi, nous avons à peu près 300 substances chimiques de synthèse dans notre corps qui n'y appartiennent pas. À environ 300 substances chimiques. Parmi ces substances, des substances très méchantes. Et la raison principale que ces substances sont là, c'est parce que l'industrie chimique a choisi l'espèce, la souche de rat de souris, pour prouver que leur substance n'est pas si méchante. Si l'industrie chimique était obligée d'utiliser les cellules humaines en culture et la toxicologie moderne, ce que l'on appelle la toxicogénomique. Donc toxico du mot toxicologie, génomique, gène. Et là, vous avez déjà un résultat. Après 24 à 48 heures, vous avez déjà une réponse des cellules. Vos cellules en culture vont hurler « on n'aime pas cette substance ». Tandis que les tests standards sont des tests sur des rats qui durent 36 mois. Nous ne pouvons pas attendre 36 mois avec la situation actuelle. Il faut des résultats et des données performants et beaucoup plus vite. L'avantage de la toxicogénomique, c'est qu'on peut tester des cocktails, des mélanges de substances. Parce que nous ne sommes pas empoisonnés par une substance à la fois. Nous sommes entourés par beaucoup de substances. Et donc, nous avons cet effet de cocktail.
Donc c'est très important que l'industrie chimique soit obligée tôt ou tard. Et ça ils essayent de ralentir au maximum. Parce que pour eux, ce n'est pas intéressant de remplacer les tests sur les animaux avec la toxicogénomique. Puisque tant qu'ils ont les animaux, ils peuvent manipuler les résultats. C'est beaucoup plus difficile avec les cellules humaines. Alors, quelqu'un va vous dire, si vous êtes en tenue de stand et vous racontez tout cela à quelqu'un, ils vont vous dire, oui, mais vous savez, mon voisin, il fume, il mange de la viande, il boit de l'alcool, il est surpoids, il a 88 ans. Qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas végan. Alors, c'est important, si vous êtes végan, d'être végan heureux. Parce que je vous parais que ce monsieur-là, ou cette femme, est heureux ou heureuse. Et probablement amoureux ou heureux, amoureux et végan. Pardon, pas végan, mais heureux. Donc, ce que je essaye de vous dire, c'est que ce n'est pas assez d'être végan, il faut être heureux végan, si vous voulez garder votre bonne santé. Merci beaucoup. Merci. En tant qu'activiste aujourd'hui, vous avez ce que l'on appelle le pouvoir du consommateur. Et donc là, vous pouvez, donc pour les produits cosmétiques, déjà, vous pouvez acheter des produits non testés sur les animaux. Vous savez également qu'il ne faut pas donner de l'argent aux associations caritatives, le Téléthon, etc., dont la plupart vont utiliser cet argent pour tester sur les animaux. J'ai travaillé dans le temps pour une association britannique qui s'appelle Animal Aid. Et Animal Aid a un petit bouquin avec toutes les associations caritatives médicales. Et donc, vous avez une liste de 60 qui font l'expérimentation animale et 80 qui ne font pas d'expérimentation animale. Donc là, déjà, c'est facile pour le consommateur. Il va donner seulement aux 80 qui n'utilisent pas les animaux. Donc ça, de nouveau, c'est le pouvoir du consommateur. L'autre possibilité, c'est si vous connaissez un député, vous allez essayer de l'instruire. Parce que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous êtes maintenant beaucoup plus instruit au sujet de l'expérimentation animale que la plupart des députés. Malheureusement, les députés ne connaissent pas ce sujet du tout. Et ils le connaissent peut-être parce qu'ils lisent le journal, ou parce que les lobbyistes, donc si vous allez à Bruxelles, il y a à peu près 15 000 lobbyistes à Bruxelles de l'industrie. Et pour chaque lobbyiste que nous, les militants ou les associations de protection animale, pouvons envoyer au Parlement européen pour parler aux députés, l'industrie va envoyer une cinquantaine. Donc ça, ce sont les enjeux. Donc c'est difficile. Mais les députés répondent normalement à l'opinion publique. Et donc, ce que vous faites, manifestation, tenue de stand, c'est très très important. Parce que c'est éduquer le grand public. Parce que les gens sont choqués. Quand les gens apprennent ce que l'on fait aux animaux, ils sont absolument choqués. Et donc les caméras cachées qu'on fait, ça fait partie de notre lutte. C'est pour choquer les gens. C'est ce qui fait agir les gens, c'est les choquer parfois. Donc c'est très important d'informer les gens des tenues de stand, utiliser votre pouvoir de consommateur. Ce qui s'est passé avec l'initiative citoyen européen. Donc nous avons récolté plus d'1 million. Au fait, c'était beaucoup plus d'1 million. Parce que pas tous les signatures ont été comptées. Parce que si vous avez mal écrit votre nom ou votre adresse, ce n'est pas compté. Donc il y avait du coup beaucoup plus qu'1 million de signatures, de gens impliqués. Et les gens qui ont signé, ils ont regardé, ils ont lu, et ce que nous avons marqué, ce que nous avons écrit, c'est que l'expérimentation animale n'est non seulement cruelle, mais c'est de la mauvaise science. C'est la mauvaise science. Et donc,
nous avons déjà donné un nouveau argument aux militants. C'est très important que les militants comprennent qu'il y a une argumentation scientifique performante contre l'expérimentation animale. Et donc, nous avons déjà plus d'1 million de citoyens européens qui savent maintenant, qui comprennent qu'il y a une argumentation scientifique performante contre l'expérimentation animale. On n'a pas réussi à convaincre le Parlement européen avec les 15 000 lobbyistes à Bruxelles, mais au moins les médias qui nous ont interviewés grâce à cette audition, ils ont accepté nos arguments scientifiques et nous avons eu de très bons articles, par exemple dans Le Monde. Normalement, Le Monde ne s'intéresse pas à la vivisection, sauf si c'est des militants qui ont brisé une fenêtre et pour sauver des singes. Alors là, tout de suite, les caméras vont cliquer. Mais si c'est un débat scientifique, il n'y a rien de moins sexy qu'un débat scientifique. C'est très sec, ça n'intéresse personne. Et puis, si nous avons la chance d'avoir un interview à la télévision ou à la radio, donc contre un chercheur qui utilise des animaux, et que chacun parmi nous a 2 minutes pour présenter ses arguments, eh bien le chercheur va dire « Mesdames, Messieurs, sans expérience sur les animaux, nous n'avons ni antibiotiques, ni vaccins, ni transplantation. » Voilà, il a fait le travail. En 2 minutes, je ne peux pas défaire tout cela. Ce que je vous expliquais maintenant en 2 heures, je ne peux pas le faire en 2 minutes. Impossible. Et eux, ils ont l'avantage et ils le savent. Ils savent. Et donc, pour eux, c'est important que cette polémique et ce débat restent superficiels. Donc 2 minutes chacun. Ça, pour eux, c'est l'idéal. Parce que leur pire cauchemar, c'est un débat scientifiquement approfondi, public. Parce que là, ils vont perdre et ils le savent. Et donc, comme je l'ai annoncé au Parlement européen, le plus grand défi aujourd'hui, pour nous les militants contre l'expérimentation animale, ce n'est plus la technologie, c'est la communication. Comment communiquer un message assez complexe au grand public et aux députés. Et donc ça c'est vraiment ce que vous devez comprendre, c'est que le défi n'est plus la technologie, c'est la communication. Si vous avez la possibilité de contacter votre député, parce que normalement, les députés, ils ont chacun leur seuil. S'ils reçoivent 200 mails, par exemple, ils vont agir, parce que pour eux, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut être sophistiqué, il faut voir qu'est-ce qui va faire agir mon député. Est-ce que peut-être sur votre site, vous avez des conseils ou peut-être une formation justement à la cyberaction pour faire ça? Je pense qu'il y a déjà pas mal de... D'abord, si vous allez sur le site d'Antidote Europe, vous avez beaucoup d'informations sur ce site. Vous pouvez peut-être utiliser quelques liens ou faire un résumé de quelques points pour envoyer à votre député. Si vous avez la possibilité de rencontrer le député face à face, bien sûr, c'est très bien. Ce que Antidote veut faire de plus en plus également, ce sont des débats universitaires. Parce que, et c'est difficile de trouver un chercheur qui est d'accord de participer à un débat devant ses propres étudiants. Ils ont peur, ils ont tout simplement peur. Ils nous accusent d'être des terroristes. Okay? Pour eux, c'est la chose la plus facile. C'est de dire que les militants sont des terroristes et donc on ne veut rien faire avec ces gens-là. Mais on essaye de leur expliquer, mais il y a aussi parmi ces gens-là des scientifiques qui sont prêts à vous débattre. Au niveau des dissections, par exemple, les étudiants peuvent nous demander d'intervenir et donc nous pouvons apporter aux professeurs toute une gamme de méthodes substitutives pour remplacer les dissections et les animaux. Et là, malheureusement, ça dépend du professeur. Ça dépend du professeur, si le professeur est d'accord ou pas d'accepter ce remplacement. L'autre possibilité, c'est que les étudiants se unissent entre eux pour protester. Mais de nouveau, ça dépend du professeur, parce que le professeur peut être très têtu et dire non. Et aussi, bien sûr, il y a ce que l'on appelle
l'intimidation institutionnelle. Donc, pour certains étudiants, s'ils osent de demander aux professeurs de remplacer les tests sur les animaux, ils auront peut-être des problèmes pendant leurs examens ou pendant le cours, etc. etc. Donc, ce n'est pas évident. Les choses avancent petit à petit en France, mais les technologies sont là et nous avons également les preuves. Nous avons des études publiées où on fait la comparaison entre des étudiants qui ont disséqué des animaux tués, des animaux morts, et des étudiants qui ont utilisé toute cette gamme que nous avons vue, modèles virtuels, plastinés, etc., etc. Et les prestations étaient les mêmes, et je dirais même encore mieux pour ceux qui n'ont pas disséqué des animaux tués. En plus, bien sûr, le respect pour la vie. Ça apprend le respect pour la vie, ne pas utiliser des animaux comme des pièces d'échange, des pièces de rechange. Donc, nous avons si vous voulez, les données technologiques, les méthodes de substitution, les méthodes alternatives dans l'enseignement. C'est une question de bonne volonté du côté des professeurs d'accepter cela. Mais je pense que petit à petit, avec toutes ces discussions qu'il y a au Sénat français concernant le bien-être animal, etc., je pense que les choses avancent petit à petit dans le bon sens. Donc la plupart, ce sont dans le cadre de la recherche fondamentale. Et là, ils vont dire, je vais peut-être trouver la solution au cancer. Si vous me permettez 30 ans et d'utiliser des milliers de souris et de rats, je vais peut-être trouver la pilule magique pour guérir le cancer. Et bien sûr, ils font ça pendant des années et des années. Ce sont donc leur carrière. Ils sont devenus professeurs. Et sachez que pour chaque subvention qu'ils reçoivent, donc des donations ou des subventions des fondations, une partie de cet argent va à l'université. Donc une partie de cet argent, c'est pour l'électricité, le personnel, etc., l'entretien du labo. Rien à voir avec l'expérimentation, les expériences elles-mêmes. Et donc pour l'université, c'est intéressant, parce que pour eux, c'est de l'argent aussi. Et donc c'est un peu un cercle vicieux. Alors également, vous avez un professeur qui a fait les expériences sur les animaux pendant 30 ans. Il ne va pas commencer aujourd'hui de faire une nouvelle formation pour apprendre comment cultiver des cellules en culture. Ça, il ne va jamais faire. Je sais qu'il y a des chercheurs qui sont, disons, malhonnêtes, qu'ils savent que cela n'apporte rien, que la possibilité que ça va apporter quelque chose est quasiment nulle. Mais si ça va payer le loyer et les vacances, c'est pas mal. Et puis, le plus facile, c'est d'obtenir 100 rats pour publier un article. Le plus facile. Donc, il y a une définition d'un rat dans la recherche. C'est d'un côté, on donne une piqûre, et de l'autre côté, un papier, article scientifique sort. Et donc, comme ça, on peut amasser des centaines de publications, et on devient professeur grâce à cela, etc. Et puis, nous vivons aujourd'hui dans une culture qui récompense la curiosité scientifique, qui encourage et récompense la curiosité scientifique. Mais si nous regardons les revues de synthèse, les études qui ont été publiées, et je vous donne l'exemple d'une très bonne étude qui a regardé 25 000 articles, 25 000 articles, publiés dans les meilleures revues scientifiques. Et dans ces 25 000, donc toutes les 25 000, proposaient que cette expérience fondamentale pourrait peut-être aboutir à un progrès médical, à une découverte médicale. Eh bien, sur 25 000, oui, une seule. Donc, une seule sur 25 000 représente un taux de succès de 0,004%. Et donc, ce n'est pas très performant. Donc, la recherche fondamentale n'est pas performante. Et de nouveau, on nous cache tout cela. Et comment communiquer
ce genre de choses à un député, c'est quasi impossible. Et donc, de nouveau, le défi, c'est la communication. Mais nous avons toutes les preuves que la recherche fondamentale n'est pas un success story. Et donc, aussitôt que le grand public pige cela, il sera très très fâché d'abord. Et il arrêtera tout de suite ses subventions. Mais nous sommes toujours dans ce jeu de le Téléthon, etc., etc. Donnez-nous encore un tout petit peu d'argent, on va sauver votre grand-mère, grâce aux études sur les rats, les souris, etc. Et à peu près une fois par semaine, les grands titres dans les journaux, nouvelle découverte, grâce aux souris, on aura peut-être la solution au cancer, etc. Donc une fois par semaine, ce propagande qui renforce l'idée que les tests sur les animaux, c'est très important. Et par contre, Antidote Europe et d'autres associations scientifiques opposées à l'expérimentation animale, nous avons un bel article dans les journaux une fois par an. Donc de nouveau, une fois par an versus une fois par semaine. C'est comme les lobbyistes au Parlement européen, c'est 50 envoyés par l'industrie et un seul par les associations de protection. Donc c'est vraiment David contre Goliath. Mais nous allons gagner. La question, c'est au plus vite possible. C'est tout ce que... Il y a des gens qu'on ne va pas convaincre, même avec des visuels très très forts, des images très très fortes. De toute façon, ce n'est que nous, les militants, qui vont regarder un vidéo filmé dans un labo. C'est seulement si Canal+ l'accepte pour le mettre sur l'écran que le grand public va le voir. Et là, c'est trop dur, même la plupart des gens vont faire comme ça. Donc, il faut des images assez fortes, mais pas trop fortes. Mais nous avons, par exemple, le Paris Match. De temps en temps, eux, ils sont prêts à publier des images choquantes. Et ça c'est pas mal. Et donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, parce que... une autre façon, c'est justement d'utiliser les célébrités, parce qu'eux, avec leur Facebook et leur compte Twitter, avec un lien, ils ont 300 000 personnes qui vont regarder ce lien. Et alors, ça, c'est performant. Et comme ça, on n'est pas limité par les grands titres, par les grands médias, qui, eux, ils peuvent nous ignorer quand ils veulent. Donc voilà le problème, c'est que des images trop choquantes, le public va... Mais la bonne nouvelle, c'est que selon les sociologues et les psychologues, on a besoin de changer 1% de la population pour le progrès. Donc, la plupart des gens préfèrent suivre que de mener. Okay? Donc, la plupart des gens sont des moutons. Et donc, ça suffit que 1% de la population dise « on va changer les choses » et nous sommes prêts on n'a pas peur d'avancer les choses. Et donc, le reste va suivre. Et donc, je vais vous donner... Donc, souvenez-vous du 1%. Alors, il y a le 2%. Le 2%, c'est une étude qui a été faite pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'après 60 jours ou 6 semaines, je ne me souviens plus, de combat journalière, les soldats deviennent fous, ils se suicident, sauf 2%. Ces 2%, pourquoi? Parce qu'ils sont des psychopathes. Donc pour eux, tuer des gens, ça les dérange pas trop. Ils peuvent continuer après ces 60 jours ou 6 semaines. Tandis que pour le reste, il faut prendre un congé, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut appartenir au 1% et pas au 2%. Donc le 1%, c'est le pourcentage de la population qui va changer les choses pour le bon. Et donc c'est comme ça que, quand j'ai entendu cette conférence, appartenir au 1% et 2%, tout de suite, ça m'a parlé. Et donc on n'a pas besoin de convaincre tout le monde. On n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Ça suffit d'arriver à un certain seuil, une masse critique d'opinion publique. Tout le temps, donc les gens voient des manifestations, ils voient des images, etc., etc. Ils se demandent, ils se posent des questions de plus en plus. Et de temps en temps, on a des chercheurs qui
ont pratiqué l'expérimentation animale et qu'un jour, ils se disent « c'est pas juste ce qu'on fait, c'est pas scientifique, c'est pas éthique, c'est pas moral ». Et ces gens-là, ce sont nos meilleurs interlocuteurs contre l'expérimentation animale. Et donc, mon collègue aux États-Unis, qui s'appelle le docteur Ray Greek, c'est un médecin qui ne pratique plus, mais il est jeune, il est plus jeune que moi, donc moi je suis très jeune. Et puis il a pratiqué en début de sa carrière l'expérimentation animale comme tous les médecins, comme la plupart des médecins, et il s'est rendu compte, sa femme est vétérinaire, et donc le soir ils discutaient entre eux-mêmes. Mais qu'est-ce que tu penses de ce médicament pour cette condition? Alors, un dirait, mais j'oserais jamais utiliser ça chez mes patients, parce que c'est très toxique. Tandis que chez l'humain, ça va, et l'inverse. Et donc, il s'est aperçu que l'expérimentation animale, c'est vraiment une faillite, c'est nul, incohérent complètement. Et donc, cet individu a écrit 5 livres jusqu'à présent. Il a participé à l'audition au Parlement européen. Il a présenté, on lui a accordé 12 minutes. Il est venu de la Californie à Bruxelles, on lui a accordé 12 minutes de parole. Donc, pour vous montrer qu'à mon avis, c'est pas par hasard, hein, parce que les lobbies sont très très forts. C'était presque un cirque, cette audition. Vous avez des députés qui entrent dans la salle, qui posent des questions ou qui disent quelques mots. Ils n'ont aucune idée du sujet, ils ne savent pas de quoi ils parlent, et puis ils disent « Ah, excusez-moi, j'ai un autre rendez-vous », et ils sortent de la salle. Donc, ce sont des gens qui nous dérangent, parce que pour chaque député qui raconte des bêtises pendant 5 ou 10 minutes, ça nous enlève 10 minutes de notre audition, 10 minutes précieuses pour présenter nos arguments. Et donc, ça fait un tout petit peu trembler les chercheurs. Donc, le fait que nous sommes arrivés au Parlement européen pour discuter, non la souffrance animale, ça c'est évident, mais la validité du modèle animal. Est-ce que le modèle animal est performant pour étudier les maladies humaines? La réponse est non, pas du tout. Et donc, ça c'est le succès de cette initiative, qu'on a au moins eu l'occasion, quand nous sommes interviewés après par Le Monde, par exemple, Le Monde nous a écoutés, ils nous ont laissé la parole pour un très bel article pour expliquer au grand public pourquoi l'expérimentation animale n'est pas performante pour des raisons scientifiques. Et bien sûr, cruelles, mais ça c'est évident. Disons que l'argument moral éthique tout seul n'est pas performant. Ça va prendre 500 ans avant qu'on arrête l'expérimentation animale. L'argument scientifique seul parle au cerveau, il ne parle pas au cœur. Et donc, l'argument scientifique seul n'est pas performant non plus. Mais les deux ensemble, et donc justement cette initiative européenne a donné une nouvelle confiance aux militants, dont la plupart ne sont pas des scientifiques, mais ça leur a donné la confiance de lutter et de savoir que vous avez à côté de vous, derrière vous, des scientifiques opposés à l'expérimentation animale pour des raisons scientifiques. Et donc allez-y vous, pour des raisons éthiques et morales, lutter contre la vivisection, montrer au maximum des images choquantes, etc. Parler aux gens, expliquer aux gens, jusqu'à ce qu'on arrive au point où on va dire « Ok, maintenant, c'est l'heure d'un débat scientifiquement sérieux. » Et alors nous, on est prêts pour entrer dans la bataille. C'est comme ça qu'il faut faire, à mon avis. Ok, en éthologie, donc l'éthologue sincère doit se mettre dans une cage dans la nature pour observer les animaux et non pas prendre des animaux de la nature et les mettre dans des cages dans les laboratoires. C'est comme ça la vraie éthologie. C'est de voir les animaux dans leurs espaces, dans leur environnement pour voir tout leur comportement naturel. Parce qu'aussitôt qu'on les met dans des labos, ce n'est plus naturel, ce sont des aberrations. C'est un comportement pas naturel, très stressé. Même le fait tout simplement de mettre un animal dans une cage, déjà c'est stressant. Déjà, cet animal ne peut pas exprimer ses besoins, son comportement naturel, etc., etc. Et surtout, si c'est un animal qui habite en groupe,
comme les singes, lui enlever de sa famille, etc., c'est un stress épouvantable. Ben, si on veut étudier les chiens, il faut étudier les chiens et pas les rats. Si on veut étudier le comportement des humains, la dépression, etc., eh bien, il y a énormément de matériel humain. On n'a pas besoin de produire de façon artificielle des situations de stress chez les animaux. Parce que ce n'est pas la même chose. Le stress induit chez le rat, grâce au choc électrique au pied, n'est pas la même chose que la dépression chez quelqu'un qui ne peut pas payer ses factures parce qu'il n'a pas de boulot, il est au chômage. C'est aberrant de faire des choses comme ça. C'est tout à fait aberrant. Je vous propose par exemple, One Voice a son label. Donc les marques non testées sur les animaux. Pour moi, globalement, on peut utiliser ce genre de liste, etc. Oui, c'est vrai que l'industrie cosmétique triche un peu, puisque 90% des substances dans les produits cosmétiques sont issues de l'industrie chimique. 90%, donc la plupart. Et donc, aucun problème de tester les produits chimiques sur les animaux, c'est permis. On ne peut pas tester les produits cosmétiques sur les animaux, mais on peut tester les produits chimiques. Et donc, ils font ça. Ils vont par l'industrie chimique, ils testent leurs produits, ils disent « Ah, mais vous savez que ces mêmes produits, je peux les utiliser dans l'industrie cosmétique pour mes produits, etc. » Et donc, alors, ça devient compliqué. Et puis, les tests sur les cosmétiques, on n'a pas remplacé tous les tests sur les cosmétiques. Il y a une liste de 11 tests en toxicologie. Donc, quand vous mettez un produit de beauté sur vous, si c'est sur la peau, ça peut être absorbé par la peau. Si vous mettez sur les lèvres, ça peut être avalé. Si c'est proche de l'œil, ça peut être absorbé par l'œil. Il faut voir si cette substance est toxique pour le foie, pour les reins, pour l'embryon, etc. Donc, il y a une liste de 11 tests. Et au fait, jusqu'à présent, il y a des remplacements pour 3 ou 4 sur les 11. Et donc, pour le reste, on met de côté, on ignore. Mais si un fabricant de produits cosmétiques veut vraiment mettre son produit sur le marché, et il sait qu'il doit remplir tous ces 11 tests, eh bien, il va faire les 4, il va utiliser les méthodes substitutives qui sont disponibles, et pour les autres, il va le faire par la réglementation de produits chimiques, par exemple. Il va tricher. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Et donc, pour ne pas devenir fou, je dirais que, et surtout si c'est le grand public qui vous pose la question, mais qu'est-ce que vous proposez? Moi, je dirais, moi, je fais confiance, par exemple, à One Voice. Alors, je leur dis, écoutez, utilisez le label de One Voice pour les produits d'entretien et produits cosmétiques. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Je dirais que ça dépend. Ça dépend à quel point la molécule est différente de la molécule originale. Donc, s'il y a trop de différences, il faudra tester de nouveaux rongeurs, non rongeurs. Et puis, ça dépend si c'est un médicament, donc, disons, la puissance de ce médicament. Si c'est quelque chose qui peut perturber le foie, les reins, etc., contre un médicament qui est peut-être très connu, très inoffensif, et que la modification du molécule est qu'il n'y a vraiment pas de différence entre la nouvelle molécule et l'ancienne, il est possible que les autorités de réglementation vont dire « Ok, vous n'avez pas besoin de faire tous les tests, vous faites seulement une partie in vitro, donc pas dans l'animal vivant, mais c'est possible qu'ils vont dire « Et pour être sûr, testez aussi sur des rats, pour être sûr ». Ce qui est ridicule, bien sûr, mais ça c'est leur logique à eux. Alors, il faut prendre en compte que la souris et les humains sont séparés par 70 millions d'années d'évolution. Et donc, par exemple, par rapport au cancer, nous sommes beaucoup, notre corps, notre système immunitaire
est beaucoup plus costaud que celui de la souris. Parce que la souris vit normalement 2 ans, 2 ans et demi dans la nature. Et donc, elle n'a pas besoin de cette protection contre le cancer sur le long terme. Une souris ne va pas arriver à l'âge de 70 ans. Par contre, les souris, puisqu'ils vont par terre et ils mangent n'importe quoi, ils ont un système immunitaire digestif beaucoup plus costaud que le nôtre. Et donc nous, si on mange de la nourriture de par terre et si on se blesse tous les jours en courant par terre, etc., on va pas durer longtemps. Tandis que les souris, justement, leur système immunitaire, pour ces choses-là, est beaucoup plus costaud que le nôtre. Donc c'est vraiment, chaque chose selon l'espèce. Et donc on ne peut pas faire une comparaison. De nouveau, disons sur le plan basique, si on prend des molécules dans nos cellules, alors je dirais que l'hydrogène et l'oxygène chez vous et chez moi et chez le rat, c'est identique. Mais aussitôt qu'on on avance dans des systèmes plus compliqués, plus complexes, donc des cellules, des tissus, donc la réaction entre les cellules, les gènes, devient tellement compliquée qu'on ne peut plus prédire ce qui va se passer. Et donc, nous avons ce que l'on appelle des phénomènes émergents, des surprises, si vous voulez, qu'on ne peut pas prédire, justement parce que c'est un système complexe. Selon sa définition, on ne peut pas prédire, on ne peut pas, en utilisant un animal, une espèce, on ne peut pas prédire l'effet d'un système complexe chez une autre espèce.